représentation théâtrale. Et donc, il a fallu attendre la Renaissance pour que les métiers du théâtre, donc les métiers par exemple de comédien et de dramaturge, se professionnalisent. Donc c'est à la Renaissance que les métiers du théâtre, en particulier le métier de comédien et le métier de dramaturge se professionnalisent. Et donc c'est pour ça que c'est à cette période qu'on va commencer à construire des bâtiments permanents, vraiment destinés à accueillir des spectacles, à accueillir du public payant. En fait, ce qui va se passer à la Renaissance, notamment en Angleterre, c'est qu'on va commencer d'abord par réutiliser des espaces un peu existants, par exemple des auberges, qu'on va transformer en théâtre. D'abord, au début de la Renaissance en Angleterre, on va commencer à prendre des bâtiments existants, par exemple des cours d'auberge, et on va les transformer en théâtre permanent. Vous voyez, ça va se faire de manière progressive. Alors d'abord, on va transformer des lieux existants en théâtre permanent pendant la Renaissance. Et ensuite, progressivement, au fil de la Renaissance, les premiers lieux théâtraux, les premiers bâtiments dédiés au théâtre vont voir le jour. C'est donc à la Renaissance, sous le règne d'Élisabeth Ier, que les premiers lieux théâtraux voient le jour. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, à la base, au départ, ces lieux théâtraux avaient aussi une forme circulaire. Le public était disposé en cercle autour de la scène. Enfin, une forme circulaire ou polygonale. Et je ne sais pas si vous savez, mais en fait, vous avez vu aussi qu'à l'époque, les spectateurs étaient répartis sur 3 étages, un peu comme dans des immeubles. Donc les spectateurs étaient répartis de manière circulaire autour d'un espace scénique, enfin circulaire ou polygonal, et les spectateurs étaient répartis sur 3 étages autour d'un espace scénique, en cercle ou en polygone. Les spectateurs étaient donc répartis sur 3 étages autour d'un espace scénique qui était couvert, lui, d'un petit toit de chaume. Alors à l'époque, pendant la Renaissance, c'était des trompettes qui annonçaient le début du spectacle. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces lieux théâtraux, ces premiers lieux théâtraux qui se développent au fil de la Renaissance en Angleterre, étaient très souvent à ciel ouvert. Vous regarderez sur Internet, par exemple, les images du théâtre du Globe, qui était le théâtre de la troupe de Shakespeare. Le théâtre du Globe, est-ce que ça vous parle, le théâtre du Globe? Oui. Peut-être que dans le CM d'approche historique, vous avez vu des images. C'est à ça que je pense. Donc le théâtre du Globe, par exemple, c'est un bel exemple. On était sur une salle permanente destinée à accueillir un public payant. C'était une salle à ciel ouvert qui pouvait quand même accueillir jusqu'à 3000 personnes. Vous donnez une idée quand même. Le Globe pouvait accueillir à peu près 3000 spectateurs. Alors, quant à l'espace scénique, vous vous souvenez, l'espace scénique, c'est la scène sur laquelle les acteurs jouent. Quant à l'espace scénique, à vos souhaits, il était composé d'une avant-scène. D'une avant-scène plutôt surélevée, placée à découvert. Et en général, cette avant-scène un peu surélevée, placée à découvert, elle servait à représenter des scènes extérieures. Et cette scène un peu surélevée, elle était entourée d'un public debout, plutôt populaire, généralement. Donc l'espace scénique était d'abord composé d'une avant-scène un petit peu surélevée, placée à découvert, qui servait généralement à représenter toutes les scènes qui se passaient en extérieur et qui était entourée d'un public populaire debout. Debout, et du coup, quand il pleuvait, il était aussi sous la pluie. Ce qui, à mon avis, est fréquent en anglais. Donc ensuite, on avait donc cette avant-scène un petit peu surélevée à découvert, et on avait aussi une arrière-scène qui, elle, était surmontée d'un petit toit, mais cachée par un rideau. Donc il y avait aussi cette arrière-scène surmontée d'un toit et cachée par un rideau qui
permettait, quant à elle, de représenter un petit peu toutes les scènes d'intérieur, en fait. Hop, on ouvre le rideau, on se met à l'intérieur et le spectateur comprend tout de suite que la scène représentée se passe dans un intérieur fictif. C'est assez symbolique, en fait. Et puis, autour de cet espace, il y avait quelques galeries qui permettaient de représenter les lieux un peu surélevés. Par exemple, le balcon de Roméo et Juliette. Vous voyez, il y avait une petite galerie sur le côté qui permettait de représenter les scènes qui étaient surélevées. Donc, typiquement, le balcon de Roméo et Juliette, on représentait de cette façon. Ou par exemple, toutes les scènes qui se passaient sur des remparts ou sur des collines, par exemple. Donc effectivement, comme vous le disiez très justement, c'est un théâtre qui a très peu de décors et qui fonctionne, dont l'espace scénique symbolise un aspect de la fiction. Donc l'avant-scène symbolise les scènes extérieures, l'arrière-scène symbolise les scènes d'intérieur, les galeries adjacentes symbolisent les scènes qui sont surélevées, les espaces surélevés dans la fiction. Est-ce que vous voyez comment ça marche? Ça va? Alors je ne rentre pas plus dans le détail parce que je pense que vous faites ça un petit peu en CM, n'est-ce pas? Ça va? Ça vous parle un peu? Oui. Donc je passe directement au petit B, dédié à la dramaturgie du théâtre élisabétain. Donc petit B, la dramaturgie du théâtre élisabétain. Petit B, la dramaturgie du théâtre élisabétain. Alors effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, le théâtre anglais, et ça c'est très important de le retenir, n'obéit pas du tout aux conventions du théâtre classique et aux conventions issues de l'Aristotélisme. Ça, il faut vraiment le retenir. Donc effectivement, le théâtre anglais n'obéit absolument pas à la même dramaturgie que le théâtre français, le théâtre français du XVIIe siècle, puisque vous savez, on l'a vu ensemble, qu'en France, notamment au cours du XVIIe siècle, les traductions de la poétique d'Aristote ont fixé des lois et des règles qu'on a explorées ensemble et qui, comme je vous l'avais expliqué, vont vraiment encadrer la production théâtrale française. Et on avait vu, vous vous souvenez, qu'effectivement, en France, au XVIIe siècle notamment, le théâtre était soumis aux règles de bienséance et de vraisemblance, vous vous souvenez? Oui. Et aux règles d'unité, de temps, de lieu et d'action. Or, justement, à l'inverse, le théâtre anglais ne se soumet absolument pas à ces règles. C'est-à-dire que dans le théâtre anglais, et en particulier dans le théâtre de Shakespeare, vous aurez peut-être remarqué que chaque scène peut proposer un lieu différent. D'ailleurs, l'espace scénique l'implique d'une certaine manière, puisque symboliquement, chaque partie de l'espace scénique renvoie à un lieu différent dans la fiction, quelque part, vous voyez. Donc déjà, effectivement, chaque scène peut proposer un lieu différent, et ça se lit dans la manière dont l'espace scénique du théâtre élisabétain est structuré d'une certaine façon. L'action aussi fonctionne de manière très différente, et la temporalité du théâtre élisabétain et donc du théâtre de Shakespeare, qui est écrit à cette époque, est donc très différente, puisque l'action, effectivement, peut se dérouler sur plusieurs mois, voire parfois sur plusieurs années. Il n'y a pas du tout d'unité de temps dans le théâtre élisabétain, dans le théâtre de Shakespeare non plus. Donc les lieux peuvent être très différents d'un acte à l'autre, voire d'une scène à l'autre. Le temps et l'action peuvent se dérouler donc sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. L'action n'est pas du tout unique, elle peut être variée. Dans le théâtre élisabétain et dans certaines pièces de Shakespeare, certaines actions passent par des détours avant de revenir au nœud principal. C'est le cas particulièrement, par exemple, dans Hamlet, c'est le cas dans Roméo et Juliette. Dans Macbeth, un peu moins, mais ça fonctionne dans bien d'autres pièces de Shakespeare. L'action peut procéder par détour, elle peut être variée, ce qui n'est pas du tout possible en France. On ne peut pas déplacer une scène en France, c'est pas possible, dans le théâtre français. Autre élément très important, peut-être que Macbeth n'est pas la pièce la plus représentative de ça, mais pour ceux qui ont lu d'autres pièces de Shakespeare, vous aurez pu remarquer que le ton chez Shakespeare n'est pas du tout unifié. Et d'ailleurs, la mise en scène de Louis Arène en rend bien compte de ça. Il y a, chez Shakespeare et dans le théâtre élisabétain en général, une absence d'uniformité de ton. C'est-à-dire qu'en plein milieu d'une scène tragique, avec une forte tension dramatique,
peut surgir un dialogue clownesque, grotesque, comique. Au cœur d'une situation tragique peut surgir une scène comique ou clownesque. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on appelle le comic relief. On l'avait vu ensemble. Je crois que je l'ai vu dans certaines copies de l'analyse de mise en scène. Alors, le comic relief, c'est un procédé, on va dire, assez propre à Shakespeare, mais on trouve dans le théâtre élisabétain en général et qu'on retrouve beaucoup dans le théâtre anglais finalement. C'est un procédé qui consiste vraiment à intégrer des scènes clownesques, comiques, grotesques, triviales même, au cœur d'une situation tragique. Vous avez peut-être donné l'exemple, il n'y en a pas beaucoup dans Macbeth, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y en a moins dans Macbeth, c'est vraiment une des pièces les plus sombres de Shakespeare, Macbeth, mais il y en a dans Hamlet, en revanche. Pour ceux qui ont lu Hamlet, vous avez lu Hamlet un petit peu? Je pense que vous devriez la lire, c'est quand même une pièce un peu canonique, quoi. Allez voir sinon la mise en scène d'Ivo Vanov, peut-être qu'on peut encore trouver des places, ça va passer en janvier, là, je crois, en février. Ça a l'air très très chouette. Bref, dans Hamlet, vous avez cette fameuse scène où Hamlet a décidé de faire venir des comédiens. Vous connaissez l'histoire? Oui. Donc Hamlet a décidé de faire venir des comédiens pour vérifier la culpabilité de son oncle dans le meurtre de son père. Et donc il a choisi de faire jouer aux comédiens le meurtre de l'oncle, le meurtre de son père, pardon, par son oncle avec le poison dans l'oreille, vous vous souvenez. Et il dit que c'est par le théâtre qu'il va saisir la conscience du roi. Et donc, on est sur le point de voir la représentation, on est sur le point d'assister quand même à une scène de culpabilité énorme, enfin, la tension tragique est à son comble, on s'attend à une explosion totale, on est en plein milieu du nœud de la pièce, quand tout à coup Hamlet demande à Ophélie si elle peut écarter les jambes. Ce genre de trivial, un peu grotesque, comique en même temps, parce qu'il joue suffisamment de fou, enfin, c'est assez drôle. Typiquement, ça fait partie du comic relief. Donc on intègre une référence extrêmement triviale, clownesque, un ivrogne, typiquement un personnage de bouffon, ou une discussion comique et très légère en plein milieu d'une situation tragique. Et on a ça dans la mise en scène de Louis Arrête. Et donc c'est pas un hasard. Puisque effectivement c'est très shakespearien. Alors, pour représenter des décors mouvants dans le théâtre élisabétain, pour représenter l'idée que le décor changeait d'une scène à l'autre, je vous disais tout à l'heure que les lieux pouvaient changer d'une scène à l'autre dans le théâtre de Shakespeare, la dramaturgie anglaise va avoir recours à quelques accessoires qui vont permettre de rendre l'action un peu visible pour le public. Par exemple, il suffit de mettre un carton d'arbre et ça y est que vous êtes dans une forêt. Ou alors, le théâtre élisabétain repose aussi sur des pancartes. Il va écrire forêt sur une pancarte, c'est comme dans les cartoons. On va écrire forêt sur une pancarte et le spectateur comprend qu'il est que l'action se passe dans une forêt et ça suffit pour créer l'illusion dramatique, ce qui ne se fait pas du tout en français. Alors, ensuite, est-ce que vous avez des questions? Ça va ou je trop vite? Vous avez des remarques, des choses à ajouter? Ça va? Alors, du point de vue du jeu, est-ce que vous en savez un petit peu plus que moi sur les acteurs du théâtre anglais à la Renaissance? Il n'y a que des hommes, très bien, ouais. Je sais pas si on le texte. Ouais. Ouais, ils accordent plus d'importance à la diction et au texte qu'à la gestuelle, c'est vrai aussi. Alors effectivement, du point de vue du jeu, votre camarade a raison. Il faut savoir que dans le théâtre élisabétain, il était interdit aux femmes de jouer pour une raison de contenance. Je ne sais pas trop comment dire. Oui, une espèce de pudeur, de crainte morale. Par pudeur, par crainte morale, il était interdit aux femmes d'être actrices. Comme vous le savez, très souvent, le métier de comédien entretient des rapports étroits dans l'imaginaire avec la prostitution. Donc, évidemment, c'est pour cette raison qu'il était interdit aux femmes d'être actrices. Et donc, il faut aussi imaginer que tous les rôles de femmes étaient tenus par des jeunes hommes, souvent des garçons qui n'avaient pas mué d'ailleurs. Et donc, cette interdiction, comme je vous disais, se justifiait par une espèce de crainte morale d'un érotisme trop manifeste qui reposerait sur une forme d'exhibition de la facture scène. Ça dérangeait énormément. C'est pourquoi il était interdit aux femmes d'être actrices. Si vous avez vu, je crois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais il y a un film, je crois, Shakespeare in Love. Vous avez vu ça? C'est vieux, moi, à un moment aussi, je suis vieille.
Mais si vous regardez Shakespeare in Love, il me semble que c'est une fiction complète sur la vie de Shakespeare, qui serait tombé amoureux d'une femme qui, du coup, aurait bravé l'interdit en se déguisant en homme pour jouer dans la troupe de Shakespeare. C'est un bon film, si vous voulez regarder un petit peu ce soir après le cours, c'est bien. Enfin, non, révisez, Victor. Alors, ensuite, du point de vue du jeu, du coup, je continue à jamais pour faire le plus. L'acteur était vu de face. L'acteur était vu de face, l'acteur était vu sur les côtés, l'acteur était vu parfois de dos, ce qui était absolument impossible en France. En France, on jouait obligatoirement de 3 quarts. Jamais de face, jamais de dos. On jouait automatiquement de 3 quarts. Peu importe la situation, on était toujours de 3 quarts. Et j'ai trouvé des témoignages de spectateurs du début du 19e siècle qui disaient encore « c'est pas bien, cette actrice n'est pas de 3 quarts, ce n'est pas la règle théâtrale ». Vous vous rendez compte, en 1830, c'est un peu restreint. Et ils s'offusquaient quand les acteurs avaient trop de proximité avec les autres et qu'il y ait des espèces de distance. Enfin, je vous parle d'un spectateur de la comédie française. Peut-être que c'est pas la même chose sur les boulevards et sur les tréteaux, évidemment, mais pour vous dire que c'est un usage en France qui a perduré longtemps, on jouait de 3 quarts. En Angleterre, pas du tout, on s'en fiche complètement. On joue de face, de dos sur les côtés, ça n'a aucun impact. De la scène. Bien sûr, la scène et l'espace scénique suppose que les spectateurs l'encerclent en fait. Donc effectivement, en fonction de la position, alors qu'en France c'est plutôt frontal, bien sûr. Très bonne remarque. Peut-être que si un jour vous avez la chance, moi j'ai toujours pas eu cette chance, mais j'espère que ça ne l'atteindra pas. Si vous avez la chance d'aller voir des acteurs anglais. Très nombreux sont mes collègues anglicistes, spécialistes du théâtre anglais qui vont en Angleterre et qui me disent c'est incroyable la différence de voix entre un acteur français et un acteur anglais. Apparemment les Anglais on les entend quoi. Ils peuvent jouer de dos, il n'y a aucun problème, les spectateurs les entendent très bien. Alors qu'en France c'est beaucoup plus compliqué et très souvent quand les acteurs sont dos à la scène, sont dos aux spectateurs, on ne les entend pas au moins et apparemment il y a une vraie différence dans la tradition de jeu. Donc vous voyez c'est intéressant de voir en fait, l'histoire du jeu des acteurs anglais déjà explique un peu cette différence. Enfin, je trouve ça assez intéressant. Donc en Angleterre, on peut jouer de dos. De toute manière, en fait, c'est comme si l'acteur était dans une arène. Donc effectivement, le dispositif scénique implique aussi ce fait et j'imagine a une incidence sur la formation des acteurs déjà. Alors, ce qu'il faut savoir du coup, justement, du point de vue de l'art de l'acteur, comme je vous disais justement tout à l'heure, l'art de l'acteur était effectivement plutôt oral, plutôt auditif. Il y avait assez peu de gestuel dans le théâtre à l'époque élisabéthaine. Et si vous lisez Hamlet, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une belle réplique d'Hamlet qui parle au comédien qui vient d'embaucher pour représenter le meurtre de son père par son oncle. Effectivement, c'est comme qu'il soit devenu fou. Alors, justement, il y a une très belle scène, vous regarderez, Hamlet se plaint de l'emphase des comédiens qui surjouent, sont dans la diction, la déclamation, et réclament justement un jeu plus naturel et moins codifié. Donc cette réplique d'Hamlet, elle est très intéressante, parce qu'elle offre d'une certaine manière une sorte de témoignage sur l'emphase des acteurs à cette période. Un regard critique sur le jeu des acteurs à l'époque où vous avez été. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ça va? Oui. Moi j'ai une question. Oui. Je n'arrive pas à savoir ce que veut dire baroque. Alors baroque, c'est un mot qui vient du portugais, ça vient de barroco, avec 2 C je crois, à vérifier. Je ne parle pas portugais par contre, donc si mon copain était là j'aurais demandé. Alors barroco, je crois qu'il y a 2 C, ça veut dire une perle noire de forme irrégulière. Le baroque désigne une esthétique qui se lie au théâtre, bien sûr, mais qui se lie aussi en peinture, en musique, en architecture. Et c'est une esthétique qui repose justement sur l'irrégularité, le merveilleux, la disharmonie, le contraste très fort, des couleurs féminines, en opposition à ce qu'on appelle a posteriori l'esthétique classique, qui elle, justement, ne suggère que l'harmonie, les parallélismes, les structures très encadrées, très codifiées. Vous voyez, en fait, on oppose souvent ces deux esthétiques. On dit que le baroque commence en gros vers, je dirais, 1490 jusqu'à 1620 à peu près, 1630. Et à partir de 1620-1630, la mode change, le baroque disparaît et est remplacé par ce goût très marqué pour les formes harmonieuses, régulières, codifiées et donc classiques. Vous voyez la différence?
Hein, le baroque, c'est vraiment, vous retenez barocco, c'est la perle noire irrégulière. Donc c'est la fascination pour le merveilleux, la disharmonie, les contrastes, les déséquilibres, ce genre de choses. Alors qu'en opposition, le classique, qui est un peu plus tardif, apprécie l'harmonie, les parallélismes. Donc c'est vraiment deux esthétiques qu'on retrouve au théâtre, bien sûr, mais aussi dans la peinture, la sculpture et l'architecture. Ça va? Oui, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hein? Alors, si pas d'autres questions, je passe au grand 2. Shakespeare. Oui. À l'époque de Shakespeare, en ce qui concerne, même si le théâtre est dépeint un décor avec simpliste. Minimaliste, disons. Minimaliste, ouais. Oui, simpliste, c'est un chemin de valeur. Un minimaliste, du coup. Mais à ce moment-là, du coup, il y avait quand même déjà des grosses évolutions par rapport à la machinerie. Donc, on a fait tantôt. Oui, il y avait déjà de la machinerie. Okay. En fait, il y avait déjà de la machinerie. Après, c'était plus évidemment limité. Oui. Mais effectivement, il semble qu'il y avait déjà des trappes qui, par exemple, permettre l'apparition de spectres, ce genre de choses. En France, c'était moins développé parce qu'on utilisait moins ces procédés, il me semble. Mais il faudrait lire des traités de machinistes du XVIIe siècle pour en être sûr. Mais oui, la machinerie existait, de manière rudimentaire, mais elle existait quand même. Ce que je ne sais pas, c'est à quel point le métier de machiniste était professionnel. Si c'était les acteurs qui faisaient eux-mêmes ces jeux de machinerie en cherchant dans les trappes. Ça, je ne sais pas trop par contre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le métier de machiniste se professionnalise vraiment en France, je pense, au XVIIIe siècle en fait. Et au XIXe siècle aussi. Par exemple, au XIXe siècle, c'est à cette période qu'on va inventer le métier de régisseur. Donc, il faut dire qu'il y a vraiment un essor de la machinerie et de la technique à cette période-là. Mais effectivement, la machinerie existait quand même. Elle était rudimentaire, mais elle existait. Et avec peu de moyens, les spectateurs arrivaient déjà à se trouver dans les vidéos dramatiques. Donc, on n'était pas dans des machineries extraordinaires, on avait besoin de choses très pointues pour que ça marche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vais au grand 2. Shakespeare dans les dramaturgies de la mise à mort. Alors, grand 2. Shakespeare, je note juste S1 dans les dramaturgies de la mise à mort. Je voudrais m'intéresser quand même à ce que ça veut dire mourir sur scène. Il me semble que ça implique justement des procédés d'écriture, des stratégies d'écriture, des stratégies dramaturgiques un peu particulières. Et donc je voudrais essayer de situer Shakespeare dans ces formes de dramaturgie particulières, dans ces moments particuliers du texte de théâtre dans lesquels les personnages meurent. Pourquoi? Alors c'est effectivement très très nombreuses sont les pièces de Shakespeare où on assiste à des mises à mort violentes. En fait, toutes. Donc j'ai choisi de vous faire un petit rappel sur les dramaturgies de la mise à mort pour vous situer un peu Shakespeare dans ces poétiques-là. Et une fois que j'aurai terminé sur ce petit point, je reviendrai plus précisément sur Macbeth et la poétique du mal dans Macbeth. Alors cette deuxième partie sera un peu plus courte, j'ai pas fait toute partie, c'est vraiment juste pour vous situer la chose et vous présenter un petit panorama. Alors, effectivement j'avais construit ce cours dans l'idée que je vous ferai cours ensuite sur la mort de Duncan en scène. C'est d'où la logique un peu étrange de... Alors, donc le meurtre en scène, effectivement, vient souvent clore de très nombreuses tragédies. Et en général, la mort, et spécifiquement le meurtre, constitue le paroxysme de la tension dramatique. Le meurtre en scène, on va dire de manière générale les scènes de mort, aussi de suicide, ça marche aussi, viennent clore de nombreuses tragédies. Donc généralement, les morts constituent souvent le dénouement des pièces de théâtre, en particulier des tragédies. Et ces scènes de mort constituent très souvent le paroxysme de la tension dramatique. Ce qu'il faut savoir, paroxysme de la tension dramatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la mise à mort sur scène constitue très souvent un clou visuel. Un clou, est-ce que vous voyez ce que c'est? Un clou, c'est un moment... Oui. Ouais, c'est un peu l'idée. Il n'y a pas forcément dans le clou, il n'y a pas forcément l'idée d'une bascule à l'échelle de l'intrigue. Un clou, c'est vraiment un paroxysme, un tableau, comment dire,
ouais, un paroxysme de la tension dramatique qui va venir vraiment ébranler, émouvoir le spectateur. Comment ? Comme une apogée, voilà, une apogée, exactement. Oui, ça peut fonctionner. Un clou, une apogée, ça marche. Et très souvent, le clou renvoie plutôt à quelque chose de visuel. Et effectivement, mourir sur scène, c'est visuel. C'est pour ça, hein, le clou, généralement, c'est... on parlera de clou pour référer à la dimension visuelle. Oui, la clou du spectacle, c'est ça, en fait, ça vient de là. Hein. Le clou, c'est vraiment le paroxysme de la tension dramatique qui se manifeste dans un tableau visuel très puissant qui va venir ébranler, bouleverser le lecteur-spectateur. Alors, en général, ce clou va venir, ce clou que constitue en fait la mise à mort, hein, ou le meurtre en scène, ou la scène du suicide, ce clou captive normalement le spectateur et le maintient en tension. Je pense qu'on en a tous fait l'expérience dans la mise en scène de Macbeth, puisque très nombreux étaient justement les morts, et donc c'est une mise en scène très fatigante en fait. Quand je me souviens, on était tout le temps en tension du fait de ces morts incessantes. Donc, la représentation de la mort, comme je vous le disais, n'obéit pas au même code dramaturgique en fonction des époques et des cultures. Comme je vous le disais, peut-être, je ne sais pas si je vous avais expliqué ça, mais dans l'Antiquité, on sait par Aristote et par les textes de tragédies qu'on a conservés, de l'Odyssée par exemple, d'Échille, on sait que la mort pouvait être représentée sur scène de manière extrêmement violente dans l'Antiquité grecque. Vous prenez les Bacchantes d'Euripide, à la fin, on a quand même la tête du personnage sur scène. Si vous prenez Oedipe, il se crève les yeux sur scène. Donc il y a des scènes extrêmement violentes dans l'Antiquité grecque. Si vous voulez, c'est un théâtre tragique qui n'a absolument pas peur du sang et qui, au contraire, en a besoin, puisque représenter la violence, selon la théorie d'Aristote en particulier, permettrait la catharsis. C'est-à-dire que si je vois des images monstrueuses, je m'en purifie. Je n'ai plus envie de les faire moi-même, en quelque sorte, ces actes. Ou j'en guéris, d'une certaine manière. Donc effectivement, ces représentations de la mort n'obéissent pas au même code dramaturgique en fonction des époques et des cultures. Dans l'Antiquité grecque, on sait par Aristote que la mort pouvait être représentée de manière extrêmement crue, extrêmement violente. La chose est différente chez les Latins. Dans la tragédie romaine, Horace en particulier, je crois que je vous l'avais expliqué ça, Horace en particulier va rejeter la représentation de la mort. C'est une drôle de manière de parler, c'est notamment par Horace que le XVIIe siècle français a dit « Ah oui, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de mort sur scène ». C'est une idée d'Horace, en fait. C'est une idée de l'Antiquité romaine. Chez les Romains, donc c'est un peu plus tardif, on va rejeter la représentation de la mort et les scènes de violence au nom de cette règle de bienséance que théorise Horace et que va reprendre, comme je vous l'ai dit, en France le XVIIe siècle avec la montée de l'aristotélisme. C'est pour ça que dans le théâtre français du XVIIe siècle, l'aristotélisme se réapproprie la poétique d'Horace qui vise à interdire la représentation de scènes violentes et de meurtres en scène. Et donc c'est pour cette raison que la tragédie au XVIIe siècle obéit à une dramaturgie particulière lorsqu'elle veut essayer de représenter la mort. Vous constaterez, on n'a pas beaucoup fait en classe parce que ça ne faisait pas partie de mon programme, mais si vous lisez des tragédies françaises du XVIIe siècle, vous constaterez que représenter la mort est un véritable défi, puisqu'il ne faut pas que le meurtre ait lieu en scène, et donc la représentation de la mort passe par une sorte de prouesse rhétorique, passe par un discours qui se veut plus puissant encore que le fait de montrer la mort. Il y a cette idée dans la tragédie du XVIIe siècle en France que le discours est plus puissant, plus évocateur que le fait de montrer la barbarie elle-même. C'est pas absurde quand on y réfléchit parce que représenter la mort, jouer, il y a des acteurs parmi vous, je ne sais pas si vous avez déjà tenté de faire semblant de mourir sur une scène, c'est extrêmement difficile en fait. On est toujours à deux doigts du ridicule, il faut y croire. Si le moindre, ça peut vite être une catastrophe. C'est très difficile de représenter la mort. Donc en fait,
normalement. En fait, on espère, normalement. Donc effectivement, c'est un défi de représenter quelqu'un en train de mourir ou une scène de meurtre. Visuellement, c'est un défi. Pour le jeu de l'acteur, c'est un défi. Et le XVIIe siècle, dans son idée, si vous voulez, le XVIIe siècle français, son idée est assez brillante quand même, puisque l'idée, c'est de dire que le texte est plus fort que la vue. Et donc, raconter le meurtre ou le cacher générera une émotion plus puissante que montrer la mort elle-même. Vous voyez comment pense le XVIIe siècle? Si vous voyez Phèdre, par exemple, Théramène vient sur scène et raconte comment Hippolyte s'est fait déchiqueter par un ignoble monstre marin. Et vous lirez la tirade de Théramène, elle est glaçante. Elle est plus puissante que si on avait voulu mettre un faux monstre et un jeu de machinerie ou une vidéo avec une espèce d'intelligence artificielle qui aurait voulu dessiner le monstre. Ça n'aurait pas marché. En fait, c'est le texte qui est puissant. Donc vous voyez, en France, la dramaturgie de la mise à mort au XVIIe siècle est très particulière. Elle repose uniquement sur la rhétorique. Alors, sur la rhétorique, avec cette idée que le discours est plus puissant que la vue. Vous voyez? Alors, en fait, ce qui va se passer ensuite, un peu plus tard, c'est qu'au XVIIIe siècle, en France, on va commencer à changer un peu de perspective. Au XVIIIe siècle, le spectateur français va réclamer de plus en plus de spectaculaire. Il y a une lassitude de la rhétorique, en fait, au XVIIIe. Donc j'avance un petit peu dans le temps. On retient qu'au XVIIe siècle, la représentation de la mort passe par le discours, par la rhétorique. Vous retenez la tirade de Théramène quand il raconte la mort d'Hippolyte. Mais un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, vers les années en gros 1750, la chose va changer et le spectateur va réclamer en fait de plus en plus de spectaculaire. Et donc, il va y avoir, une libération progressive de la représentation de la mort. Effectivement, tout ça est très très lent. Je vais vous donner un exemple. Il me semble que ces progressives audaces quant à la représentation de la mort visuelle en fait sur scène au XVIIIe siècle en France, il me semble que ces audaces découlent justement en partie d'une redécouverte de Shakespeare en France au XVIIIe siècle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au XVIIIe siècle, et notamment grâce à Voltaire. Est-ce que vous connaissez Voltaire d'ailleurs? Vous connaissez pas Voltaire d'ailleurs, ça vous parle? Zaïre, qui est une réécriture d'Othello, absolument. En général, on lit plus les nouvelles, les contes de Voltaire au lycée, mais en fait, Voltaire, c'était avant, c'est assez peu un romancier, assez peu un novelliste, c'est plutôt un dramaturge en fait. Voltaire est un dramaturge qui a aussi fait un peu de physique, et philosophe bien sûr. Donc Voltaire, en fait, a été exilé en Angleterre et il a ramené dans ses bagages Shakespeare, qui s'est mis à traduire. Et c'est par Voltaire que les Français ont découvert le théâtre de Shakespeare. Alors évidemment, Voltaire, quand il va traduire Shakespeare, il va l'adapter au goût français. Vous imaginez, en France, au XVIIIe, on ne peut pas d'un seul coup montrer un Macbeth couvert de sang, avec la tête d'un général mort sur scène. C'est encore trop violent pour les Français. Les choses se sont faites très progressivement, si vous voulez. Donc en fait, Voltaire, quand il va se mettre à traduire Shakespeare et à le présenter aux Français, il va enlever quand même les choses trop violentes, les meurtres trop sanguinolents. Il va enlever aussi toutes les scènes triviales, comiques dans les tragédies. Il va vraiment présenter une version très lisse, très édulcorée, très adaptée au goût français de Shakespeare en fait. Mais quand même, cette découverte de Shakespeare va un peu changer la manière qu'ont les Français de représenter la mort sur scène. Et si vous prenez par exemple la pièce de Voltaire qui s'appelle Zaïre, et dont vous parlez tout à l'heure, Zaïre, en fait, c'est la traduction d'une pièce de Shakespeare qui s'appelle Othello. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Vous vous souvenez, c'est ce fou jaloux de sa femme qui va finir par la tuer en l'étouffant avec un oreiller. Mais en fait, vous vous souvenez, il est poussé au meurtre par Iago qui lui murmure que sa femme le trompe et au final, il va finir par le croire et l'étouffer avec un oreiller.
Donc effectivement, la scène de meurtre de Zahir dans Othello, je ne sais pas si vous avez lu, mais c'est d'une violence extrême. Dans Othello, il étouffe Desdemone sur scène avec un oreiller, il l'assassine. Et c'est long d'étouffer quelqu'un avec un oreiller. Donc c'est une scène très violente, évidemment, très shakespearienne. Et donc Voltaire, il ne va pas présenter une scène aussi violente dans sa traduction, dans son adaptation. Mais quand même, quand Othello va tuer Zahir, qui est l'équivalent français de Desdemone en fait, il va laisser les pieds de Zahir dépasser les coulisses. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même au XVIIIe siècle un morceau de cadavre sur scène. Vous voyez, on la tue pas, on la tue pas complètement sur scène, mais quand même elle meurt juste à côté et on voit ses pieds une fois qu'elle est morte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quand même une représentation progressive de la mort au XVIIIe siècle qui est aussi liée à la diffusion de Shakespeare en France, qui a permis aussi Voltaire par ses traductions. Quand bien même c'est édulcoré et très lisse par rapport à ce qu'on voit en Angleterre évidemment, quand même il y a un désir chez les spectateurs français quand même de voir un peu plus, de voir un peu plus sa mort, de voir des scènes plus spectaculaires, vous voyez. Et évidemment, c'est au XIXe siècle, j'avance dans le temps, au XIXe siècle que la chose explose. D'un seul coup, au XIXe siècle, en France, on va se mettre à vouloir des morts à gogo. On veut du sang, on veut des poisons et des poignards, on veut des Desdémones étouffés à coups d'oreiller. Au XIXe siècle, la chose change complètement, notamment avec les romantiques, donc Victor Hugo, Alfred de Vigny, Musset, j'en oublie plein, bien sûr, aidez-moi, Vigny, Dumas, Vigny, Alexandre Dumas. Tous ces auteurs, ces dramaturges romantiques, vont redécouvrir Shakespeare, mais cette fois pas le Shakespeare de Voltaire. Le Shakespeare avec les yeux crevés, les têtes décapitées, les scènes sanglantes, etc. Et donc, au XIXe siècle, la représentation de la mort, avec cette redécouverte encore plus crue de Shakespeare, ce XIXe siècle français va représenter la mort avec des sommets de violence et de spectaculaire. Cette fois, au XIXe siècle, la mort ne passe plus uniquement par le discours, mais bien par la gestuelle des comédiens. Les comédiens en France vont se mettre à mimer la mort au XIXe siècle. Et on le voit dans les didascalies, en fait. On va le voir textuellement dans les didascalies. Avec des il meurt sur scène, ou il est tué, elle il étouffe avec un oreiller. On va vraiment le voir dans le texte, la mort visuelle sur scène. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Vous voyez comment la chose a progressé en France? Par exemple, Vigny va traduire le mort de Venise, donc c'est Othello, le mort de Venise. Alfred de Vigny traduit le mort de Venise en 1829, et vous regarderez sa traduction à la fin. Desdémone est étouffée sur scène avec un oreiller par Othello. Et j'ai lu des lettres de Vigny aux archives de la Comédie Française, des vraies lettres de Vigny avec l'écriture de Vigny, qui écrit à la direction de la Comédie Française pour dire « Dégagez-moi les 4 spectateurs qui viennent tous les soirs pour essayer d'empêcher Joanie, qui jouait Othello, le mort, d'étouffer Desdémone avec l'oreiller. Il y avait des spectateurs qui apparemment tous les soirs se levaient pour faire arrêtez, c'est un scandale, on ne peut pas voir ça, c'est dégoûtant. Et ils y allaient tous les soirs. Et donc Vigny a écrit à la Comédie Française en disant mais c'est pas possible, virez-moi ces 4 drôles. Il écrit virez-moi ces 4 drôles qui veulent empêcher Mademoiselle Mars, qui jouait Desdémone, d'être ce qu'elle est, la plus grande tragédienne de son temps. C'était super. Voilà. Donc pour vous dire, ça choquait quand même. Ça choquait quand même. Mais on le faisait, ça y est, on représente la mort sur scène. Effectivement, sur scène, en France, la représentation de la mort sur scène est très longue. Ça prend 200 ans. À l'inverse, chez Shakespeare, on ne se prive pas de mort. Dans le théâtre anglais, c'est l'inverse qui se passe. Dans la dramaturgie shakespearienne, dès la Renaissance, dès Shakespeare, on ne se prive pas de mort en scène. Othello assassine sa Desdémone avec un oreiller. Et je ne sais pas si vous avez lu la pièce, mais il y a quand même une longue scène où elle implore pour sa vie, où elle demande une prière. C'est vraiment extrêmement violent. Dans Hamlet, les personnages meurent violemment, pardon pour le spoil, les personnages meurent violemment sous le double coup du poison et des épées. Et donc,
il y a une sorte de déchaînement macabre vraiment à la fin d'Hamlet, hein, ils se font tous zigouiller les uns les autres, c'est terrible. On assiste même à une hécatombe, il y a une scène de cimetière aussi, vous vous souvenez dans Hamlet, avec les fossoyeurs où ils regardent les crânes. Hein, oui. Donc il y a quand même dans la dramaturgie shakespearienne un déchaînement de violence et de macabre dès la Renaissance, qui en France, en fait, à l'inverse, hein, va vraiment mettre 250 ans à arriver. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a dans le théâtre shakespearien une forme de démesure, une forme de violence qui va venir parler d'un monde ébranlé, qui va refléter un monde ébranlé, qui va mettre en scène des personnages égarés, des personnages aux aspirations contradictoires, des personnages égarés, aveugles, qui cherchent leur place dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Ça, je pense que c'est un petit peu quand même le point commun à de nombreuses pièces de Shakespeare. Ce sont ces personnages ébranlés, égarés, qui cherchent leur place dans un monde qu'ils ne comprennent pas, qui peinent à trouver leur voie. Le tout dans une forme de démesure et de violence extrême. Le théâtre de Shakespeare est ainsi une sorte de théâtre universel. C'est pour ça qu'on joue autant. Un théâtre universel qui raconte ces personnages égarés aux aspirations contradictoires et qui explore les mécanismes du mal. Ça, il me semble que c'est aussi très important. Le théâtre de Shakespeare explore les mécanismes du mal et la possibilité ou l'impossibilité, je ne sais pas trop, d'une forme de rédemption. Si vous voulez, le théâtre de Shakespeare, c'est déjà, c'est pour ça qu'on parle aussi du génie shakespearien, c'est un théâtre qui déjà interroge d'une certaine manière la condition humaine, interroge l'absurdité de la condition humaine et la possibilité ou l'impossibilité d'une forme de rédemption. D'où aussi la référence actuelle en fait des mises en scène de Shakespeare. C'est pas un hasard si on dit autant Shakespeare. Je crois que c'est, franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quoi? Il y a 6, 7, 10 Shakespeare à Paris par an. Enfin, il y a vraiment une quantité de Shakespeare ahurissante. Et c'est pas un hasard, c'est parce que justement c'est un théâtre qui a cette capacité à explorer les origines du mal, à interroger la condition humaine, la responsabilité de l'homme dans sa manière de se à faire le mal. Alors que justement, c'est étonnant, parce que Shakespeare a très longtemps été boudé en France, hein, c'est assez récent en fait, hein, ça a que 200 ans, Shakespeare en France, c'est que depuis le 19e. Est-ce que ça va? Alors voilà pour les dramaturgies de la mise à mort, et voilà pour la place que Shakespeare y occupe. Je vous propose qu'on passe au grand 3 et on fait une petite pause après, je ne sais pas quelle heure il est, mais je vous sens fatigué, 17h06. On peut faire une petite pause après, ça vous va? Oui. Alors je passe au grand 3, les poétiques du mal dans Macbeth. Grand 3, les poétiques du mal dans Macbeth. Les poétiques, n'importe quoi. La poétique du mal dans Macbeth. Alors, je vais vous rendre vos copies pendant la pause, si vous voulez bien rester juste 5 minutes avant de sortir. Alors, attendez, je vais juste vous dire quelques mots sur vos copies. Les notes sont bonnes, c'est plutôt un bon travail que vous avez fourni. Juste, j'attire votre attention sur quelques petites choses que j'ai vues qui étaient vraiment récurrentes et que je veux que vous corrigiez pour le partiel de la semaine prochaine. Le public, les spectateurs, ça s'écrit avec un C. Si vous écrivez public, QUE, écoutez bien, je sais que c'est un peu chiant, je suis désolée, mais au moins comme ça vous serez tranquille. Surtout que vous allez vous en servir pendant toute votre licence, donc autant l'apprendre tout de suite. Donc le public, les spectateurs s'écrit avec un C, public, QUE, c'est l'adjectif féminin. Les salles publiques, d'accord, là c'est féminin. Ensuite, faites attention, comédien ne prend qu'un seul M. Il n'y a pas deux M.
J'ai vu beaucoup avec 2 F. Faites attention à costume. C-O-S-T-U-M-E-S. Sans F d'ailleurs. Mais avec un O, pas A-U. Vous me dégagez, modernisez, ou du moins vous me le limitez. Moderniser, en fait, vous l'utilisez pour dire quelque chose de beaucoup plus précis. Vous l'utilisez très souvent pour dire transposer dans un cadre contemporain. C'est pas la même chose. Et la modernité, c'est un concept vraiment casse-figure. En fait, souvent on dit moderne pour dire contemporain. C'est pas la même chose, moderne et contemporain. On dit moderne pour dire actualisé. C'est pas la même chose, moderne et actualisé. Donc méfiez-vous de moderniser. C'est un mot un peu fourre-tout qui est très souvent utilisé à mauvais escient et qui est compliqué du point de vue de l'histoire littéraire, qui est compliqué du point de vue philosophique. Je vous conseille de ne pas l'utiliser. Si vous voulez dire la mise en scène transpose l'intrigue dans un cadre contemporain, dites-le, mais ne dites pas cette mise en scène est moderne. Ça, vous voyez, il y a une différence quand même. Il me semble que c'est pas la même idée. Donc moi, j'en ai pas tenu compte, j'ai compris ce que vous vouliez dire, mais ne le faites pas. Moderniser, oui, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si un metteur en scène fait le choix de prendre un texte et de le mettre en scène, à moins qu'il fasse une mise en scène historiquement informée, globalement, il va actualiser la pièce à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi, moderniser? C'est évident, c'est un peu sociologique comme idée. D'accord? Vous, ce que vous vouliez dire la plupart du temps, c'est la mise en scène transpose l'intrigue dans un cadre contemporain. D'accord? Donc soyez précis quand vous utilisez des verbes et méfiez-vous de moderniser. Modernité, c'est très difficile. Et moi, je me bats avec mon copain pour vous donner un exemple. Il me dit tout le temps, il fait une thèse sur Pierre Nott et il me dit tout le temps, Pierre Nott est un auteur moderne. Je lui dis, ça veut dire quoi moderne? Ça veut dire que ce qui a été fait, par exemple, je sais pas, Wade Morrell est un vieux coton? Ça veut dire quoi moderne? Non, tu veux dire contemporain. Ah oui, c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi moderne? Moderne par rapport à quoi? Les autres sont traditionnels? Je comprends pas. Vous voyez? C'est bizarre. Donc méfiez-vous, ce mot il est compliqué. Enlevez-moi message. Message, mais quoi message? C'est quoi un message? Je comprends pas. Là, je comprends pas. Message, ça veut dire que vous avez compris que la mise en scène avait envie de transmettre quelque chose de très particulier, mais vous n'arrivez pas à le nommer, donc vous dites il y a un message. Ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé au bout de votre pensée, ça. Vous voyez? Donc enlevez-moi le message. Ouais. Par exemple, telle mise en scène transmet le message de, et après on décrit les objectifs. Bah, vous enlevez le message et vous mettez transmettre l'idée. Okay. En fait, c'est même encore mieux. Parce qu'en plus, le message, ça sous-entend que le metteur en scène a fait le choix conscient de vous transmettre ce message-là que vous avez compris. Mais en fait, vous ne pouvez pas savoir ce que le metteur en scène il a voulu vous transmettre. De la même manière, ça marche aussi pour l'analyse dramaturgique. Vous ne pouvez pas savoir ce que l'auteur a voulu vous transmettre comme message. Il n'a pas transmis le message, il a juste écrit un texte, après vous débrouillez. Et après, vous tirez des ficelles, mais ce n'est pas un message. Un message, c'est quelque chose qui est adressé par quelqu'un à quelqu'un. Vous voyez pourquoi ça ne va pas? Là, il n'y a pas de... C'est pas l'auteur ou le metteur en scène qui transmet quelque chose, il n'a rien transmis du tout. Il vous a donné une œuvre d'art. Vous en tirez des hypothèses, vous en tirez des interprétations. Mais ce n'est pas un message. Vous voyez ce que je veux dire? Donc enlevez-le. Absurde. C'est une mise en scène absurde. Alors, absurde. J'ai compris ce que vous vouliez dire. Mais attention, absurde, il y a un jugement de valeur, il ne faut pas l'utiliser n'importe quand. Absurde, c'est du latin, ça veut dire absurdus. Absurde, comment on fait un V déjà? Voilà. Absurdus. Absurde. Qu'est-ce que j'ai écrit? Surdus. Absurdus, qui n'entend pas, qui ne comprend pas. Si vous dites que la mise en scène est absurde, ça a le sens de cette mise en scène n'a aucun sens. Vous, ce que vous vouliez dire, c'était cette mise en scène a du grotesque. Cette mise en scène bascule dans l'exubérance. Mais vous ne vouliez pas dire elle n'a aucun sens. Ou alors vous vouliez dire elle illustre l'absence de sens de la condition humaine. Là, je veux bien. Mais elle n'est pas absurde. Si vous dites qu'elle est absurde, c'est un jugement de valeur. Ça veut dire la mise en scène ne veut rien dire. Et là, vous êtes dans le jugement de valeur, vous êtes dans la critique, vous n'êtes pas dans l'analyse. Donc attention aux mots que vous employez. Hein. Alors, attention au verbe sembler. Sembler, paraître, ça a l'air de, ça semble, ça paraît. Vous pouvez l'utiliser, c'est français. Néanmoins, attention.
Si vous dites de quelqu'un qui semble, ça veut dire qu'il n'est pas. C'est logique. Donc si vous dites Léonte semble fou, Léonte semble fou, c'est pour dire dans le paragraphe d'après, mais vous voyez bien qu'il ne l'est pas. Il semble fou. Il y a des signes de sa peau, ses vêtements sont bizarres, son langage est disloqué. Et paragraphe suivant, mais on voit bien qu'il ne l'est pas. Il est conscient, il raisonne, j'en sais rien, j'invente complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand vous utilisez le verbe sembler ou paraître, en fait c'est pour dire après, mais en fait ce n'est pas vrai. Si ça semble, c'est que ce n'est pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est de la pure logique en fait. Ok, donc méfiez-vous. Souvent on vous apprend à utiliser ces verbes-là pour modéliser votre discours quand vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous dites. Mais non, vous êtes sûr de ce que vous dites, c'est votre analyse, ce sont vos hypothèses. Donc enlevez-moi le verbe sembler. Ou alors utilisez-le comme il faut. Ah oui, c'est fort. C'est un choix fort, c'est une image forte. Quand vous utilisez ça, ça veut dire que vous avez senti qu'il se passait quelque chose à tel moment de la mise en scène, mais que vous ne l'avez pas expliqué, que vous n'avez pas analysé. Donc c'est très mauvais signe. En fait, c'est vide d'idées. Quand vous dites c'est un choix fort, il n'y a aucune idée derrière. Vous allez voir ça à la télé. Si vous allumez le journal ou les chaînes d'infos, c'est épouvantable. En fait, les gens ne disent rien. C'est un choix très fort. C'est un discours très fort. On est au degré 0 de l'analyse là quand même. Hein. Non mais c'est vrai. Donc enlevez-moi, c'est fort. Moi je comprends que vous sentez quelque chose dans la mise en scène qui vous a marqué, mais quand vous dites c'est fort, ça veut dire que vous n'êtes pas encore en train d'analyser. Vous n'êtes pas encore en train d'expliquer pourquoi, comment, quel effet. D'accord? Donc enlevez-moi fort. Fort ou très important. Vous voyez, ce genre de tournure, méfiez-vous-en. Une fois que vous le savez, maintenant vous allez le voir partout et vous allez vous rendre compte. Alors, enlevez-moi aussi de plus et par ailleurs. Beaucoup l'utilisent, de plus et par ailleurs, en termes de construction logique, en termes de construction de discours. Quand vous dites de plus et par ailleurs, ça veut dire littéralement j'ajoute quelque chose, même si ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Vous voyez? Par ailleurs, il fait beau dehors. Je vous rends les copies, mais par ailleurs, il fait beau. J'ajoute quelque chose qui n'a rien à voir. C'est un anti-connecteur, en fait. Vous voyez, c'est l'inverse d'un connecteur. Donc, enlevez-les, en fait. C'est le plus simple. Et la plupart du temps, vous vous rendez compte, en réalisant vos copies, qu'on les supprime sans problème. Hein. Ça ne sert à rien. Donc, enlevez de plus et par ailleurs, ce sera d'ailleurs plus léger pour vos copies. Attention, les guillemets. Ça existe, effectivement. Mais ce sont des guillemets anglais. Il faut faire des guillemets français. On écrit en français. Je sais que c'est plus compliqué à faire, mais c'est ça les guillemets français. Par ailleurs, nous les Français, on a une certaine logique. Puisque l'avantage des guillemets français, c'est que quand vous voulez mettre des guillemets à l'intérieur des guillemets, et ben c'est facile, vous pouvez utiliser les guillemets anglais. C'est très fort. Oui, je sais. Donc utilisez les guillemets français. Quand on écrit des décennies, la scène se passe dans les années 1990. On n'écrit pas juste 90, sinon on ne sait pas de quel siècle on parle. Ça pourrait être 1890. D'accord? Donc mettez-moi la décennie 1990. Attention au jugement de valeur. C'est une mise en scène loufoque, c'est une mise en scène absurde. Il a su représenter cette pièce. Là, vous n'êtes pas dans l'analyse. Il a su représenter cette pièce. Ça veut dire que vous auriez pu dire qu'il n'a pas su la représenter. Et puis, qu'est-ce qu'on en sait qu'il a su la représenter? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes dans la critique, vous êtes dans le jugement. C'est pas l'exercice. Attention. Donc, c'est ponctuel. Hein. C'était plutôt ponctuel, mais quand même, attention. C'est loufoque. Attention déjà au niveau de langue. Et loufoque, c'est un jugement de valeur. Vous voyez, attention à vos adjectifs en fait. Dans loufoque, il y a un jugement quand même. Ça sous-entend que la mise en scène. Décalé, ça passe. Loufoque, c'est pas pareil. Ouais. Attention à vos adjectifs. Mais décalé, est-ce que c'est juste dans le sens où c'est à côté de ce que vous faites? C'est mon nom, tout ça. Alors, décalé, ça a le sens aussi d'exubérant. Donc ça me choque moins. À côté de ce qui devrait être fait ou à côté de ce qui est attendu. Après, pour l'accroche, parfois vos copies utilisaient des accroches un peu maladroites. Vous partiez d'une autre mise en scène ou d'une autre pièce, ou alors vous ne faisiez pas du tout d'accroche. Ça c'est un choix possible de dire on a vu telle pièce, tel texte, ça marche très bien. Si vous voulez en faire une, en fait, c'est une technique qui marche très bien. Prenez une image. Prenez une image de la mise en scène qui vous a marqué et partez de cette image. Et expliquez en quoi cette image vous paraît représentative de vos clés d'analyse. Ça peut être une bonne accroche pour une copie. Attention dans l'intro,
certains passaient à la mise en scène sans me dire qui était le metteur en scène, où la pièce avait eu lieu, quand. Alors moi je sais, mais je ne suis pas censée le savoir. Donc attention à bien référencer la mise en scène. Donc souvent les copies... Ah oui, oh. Attention aux adjectifs des noms d'auteurs. Par exemple, alors attendez, j'ai trouvé... Oui, c'est une histoire shakespearienne. Pour dire la pièce est de Shakespeare. Là, c'était pas une histoire à la Shakespeare, c'était vraiment... je sais plus, c'était... quelle pièce en l'occurrence, une histoire shakespearienne. Ça doit être le conte d'hiver, bien sûr, écoutez-moi. Donc c'est une histoire shakespearienne. Quand vous utilisez un adjectif à partir d'un nom d'auteur, ça ne veut pas dire de l'auteur, ça veut dire à la manière de l'auteur. Exemple, si je vous dis c'est un texte de Proust, je comprends que l'auteur de ce texte est Proust. Si je vous dis c'est un texte proustien, ça veut dire que ce texte est écrit à la manière de Proust. Et c'est pas du tout la même chose. Par exemple, je vais vous dire, tremper ma madeleine, non je mange pas de madeleine le matin, tremper mes céréales dans mon yaourt aux fruits le matin, je fais ça c'est mieux, c'est un souvenir proustien. C'est-à-dire que ça m'évoque un souvenir à la manière de Proust. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un souvenir de Proust. À la manière de Proust. Non, attendez. À la manière de Proust. Oui, c'est ça. Donc attention au nom des auteurs. Et c'est une erreur récurrente. Ma directrice de thèse m'avait raconté un truc hilarant d'une de ses masterantes. C'était pas moi. Et elle avait écrit le désir ducal. Je sais plus, elle parlait du désir du duc pour et donc elle évoque le désir ducal. Mais ça ne marche pas. C'est très bizarre, un désir à la manière d'un duc. C'est très étonnant. Elle voulait juste parler du désir du duc. C'était très drôle. Bref, ça peut vous aider à retenir. Moi, je retiens beaucoup par la blague. Alors, par ailleurs, ah oui, j'ai trouvé des choses étonnantes. Alors, il y avait de très belles analyses. En plus, j'étais étonnée. Beaucoup ont eu le courage de prendre le mariage forcé alors qu'on n'avait pas fait en place. Donc, je trouve ça très audacieux. Par ailleurs, il y a une bizarrerie que j'aimerais éclaircir avec vous, mais là, je ne peux pas répondre. C'est vous qui allez me répondre. J'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris dans la mise en scène de Reine, qu'on assiste donc à une scène de viol assez violente, de Dorimène par Sganarelle, qui se comporte comme la Grèce, en fait, qui se comporte comme un porc et qui la viole, et à la fin de la pièce, d'après ce que j'ai compris, elle le castre. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Dans énormément de copies, j'étais pas sûre d'avoir compris, parce que j'ai pas vu cette mise en scène. Et donc, j'étais étonnée parce que dans énormément de copies, il y a eu de vastes développements sur la dimension féministe de la pièce et extrêmement engagée en faveur de la dénonciation des violences faites aux femmes. Et j'ai eu de très longs développements sur ça. Mais à la fin de vos copies, je me suis dit, mais attendez, il se fait castrer quand même. Qu'en est-il de la violence faite à l'homme? Et donc j'ai eu l'impression qu'il y avait un très gros déséquilibre et que le sens, vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble, d'après ce que je comprends des analyses, des descriptions de la mise en scène, il me semble que la pièce représente, et ça c'est très contemporain, la généralisation de la violence entre les sexes et entre les genres, qui n'est pas, c'est possible, la violence n'est pas que faite à la femme, elle est faite aussi à l'homme, et elle manifeste la destruction totale du dialogue entre les genres et entre les sexes. Et il y a des misandries aussi dans cette mise en scène. Et ça ne ressortait pas du tout. Et pour le coup, ça me semble être un choix extrêmement actuel. Parce que ça fait très peu de temps qu'on commence à penser aussi à la misandrie et au revers d'un féminisme violent. Je ne parle pas d'un féminisme, je parle d'un féminisme violent. Et donc il y avait quelque chose, il me semble, qui manquait peut-être dans l'actualisation de la pièce, peut-être parler aussi de la guerre des sexes, qui fait rage, quoi. Enfin, d'une lutte pour l'égalité qui s'est transformée, qui se transforme en guerre des sexes. Il y a quand même un dialogue qui se fait plus, qui est assez délicat en ce moment entre les gens. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas vu la mise en scène, donc je peux pas trancher. Je vais rendre sa copie à Sam. Elle n'est pas là. Samuel, quelqu'un peut prendre sa copie? Oui, Samuel. Alors, merci pour elle. Les notes sont bonnes et les copies sont plutôt bonnes aussi. Alors, j'ai la copie de Maddy. Ah, c'est les deux seuls. Camille.
Camille, elle est pas là. Quelqu'un veut prendre la copie? Elle m'a demandé de juste lui dire sa note. Ah, 14. Vous voulez prendre la copie? D'accord, je la laisse là. Roxane, quand vous avez votre copie, vous pouvez sortir, on reprend dans une dizaine de minutes. C'est une bonne copie. Océane. C'est ma copie. Nel. Nel? Oui. J'ai Chati. C'est moi. Romane. Ouh. C'est pas mal. Samy. Il n'est pas là, mais je peux. Vous pouvez prendre sa copie. Lou. Bon. Kenza. Helma. Helma. Navi. Ah ouais,